Conformément aux missions dévolues, le ministère de l'Aménagement, de l'Équipement, du Territoire, des Grands Travaux exécute la politique gouvernementale dans les domaines de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux. À ce titre, il est entre autres chargé notamment d'élaborer le schéma national ainsi que les schémas sectoriels d'aménagement et d'équipement du territoire, conduire leur mission en œuvre et procéder en cas de besoin aux ajustements nécessaires, entretenir des relations de coopération avec les organismes nationaux, régionaux et internationaux spécialisés dans le domaine de sa compétence, rédiger, conclure et signer des marchés dont le seuil relève de sa compétence. Ainsi, la consolidation de cette dynamique qui concourt graduellement à la transfiguration du territoire depuis un peu plus d'une décennie intègre bel et bien les transports et bâtiments, l'énergie et l'eau, la municipalisation et la coopération technique, tout comme des projets spécifiques et multisectoriels. Fortement impacté par la difficile contrainte financière que connaît le pays, le développement de nouvelles infrastructures a connu une activité sérieusement réduite à celles qui sont le fruit de la coopération bilatérale et multilatérale. Au total, 2 projets ont été lancés en 2017. Il s'agit du coup d'envoi le 10 avril 2017 à Brazzaville des travaux de restructuration des quartiers précaires dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, en présence de quelques membres du gouvernement, de l'ambassadeur de France au Congo et du représentant résident de la Banque mondiale au Congo. Ce projet au lancement duquel nous procédons ce jour est un programme d'envergure pour traiter la question des quartiers précaires qui plombent l'image et la productivité de nos villes. L'objectif aussi est de renforcer les capacités du gouvernement et des municipalités en matière de restructuration urbaine. Cette initiative est d'autant importante que la coopération entre le Congo et la Banque mondiale en sort véritablement honorée. Et dans la mesure où ce projet s'est assigné une participation qu'il entend jouer en espérant toucher le maximum des cibles possibles. En parcourant donc les items du projet et en les agrégeant aux réalités de ces quartiers suffisamment habités, j'ai la conviction que l'intégration et la restructuration de ces quartiers représentent une contribution de taille dans la maîtrise de l'urbanisation de nos 2 villes. Fruit de la coopération entre le Congo et la Banque mondiale, ce projet a pour objectif d'améliorer l'accès aux infrastructures et services de base pour les populations de Mukundingwaka et Soukissa pour Brazzaville, Chinyambi et Mpuku pour Pointe-Noire. Comme vous le savez, le Congo est l'un des pays les plus urbanisés d'Afrique au sud du Sahara, avec un taux d'urbanisation qui avoisine les 65%, contre 43% qui est la moyenne en Afrique au sud du Sahara. De ce fait, ce mois du développement urbain est une occasion de réfléchir ensemble aux opportunités et aux défis de l'urbanisation en République du Congo. Appréciant l'initiative, les chefs de quartier ont saisi l'occasion pour évoquer les peines qu'ils endurent au quotidien pour accéder aux services et infrastructures de base. Nous avons des problèmes d'éclairage public et c'est ce qui nous pousse à d'être en face de plusieurs bandits. Le quartier est entouré de bandits et nous sommes au bord des marécages. Nous avons également des problèmes d'adduction d'eau. Nous n'avons pas assez d'eau. Il y a des zones où il y en a, où il y en a pas aussi. Donc le choix qui a été fait pour notre quartier est le bienvenu.
et nous souhaitons que réellement ça se réalise. Un autre projet d'envergure en construction à Brazzaville, c'est celui de construction du nouveau siège du Parlement congolais dont les travaux ont été lancés le 22 mai par le président de la République Denis Sassou Nguesso en présence du vice-ministre chinois du Commerce, M. Qian Keming, en séjour de travail dans la capitale congolaise pour la cause. Construit par la Chine sous forme de dons, ce projet s'inscrit dans le cadre des accords de la coopération économique et technique entre le Congo et la Chine. La coopération sino-congolaise, pragmatique, s'est vue insuffler davantage de dynamisme pour être devenue aujourd'hui exemplaire dans le cadre de la solidarité Sud-Sud. La Chine a été pour plusieurs années consécutives le premier partenaire commercial du Congo, le leader sur le marché de BTP et un important pourvoyeur de fonds d'investissement. C'est une coopération qui a donné des fruits abondants, notamment dans les domaines d'infrastructures, de capacité de production et d'aviation civile. Le projet se réalisera sur le site du centre-ville dont la forme est triangulaire, délimitée par le boulevard Denis Sassou Nguesso, le laboratoire national et l'avenue Général Charles de Gaulle. Le terrain offre une superficie de 4,5 hectares. Conformément à la conception de l'Institut d'architecture et du design de Beijing, de Pékin, qui en a mené l'étude architecturale, le plan de masse prévoit une superficie du bâti de 24 408 mètres carrés, dont 23 997 en superstructure et 411 mètres carrés en infrastructure. Les voiries et les parkings calibrés pour 371 voitures occupent une superficie de 14 541 mètres carrés, contre 8 764 mètres carrés pour l'espace vert, donc d'un taux de couverture de 24,3%. Les bâtiments du siège du département épousent le style pavillonnaire, composé de 2 blocs indépendants, alors totalement indépendants. L'un pour l'Assemblée nationale et l'autre pour le Sénat, en forme de parallélépipèdes rectangles dans lesquels, vous le voyez bien, s'incrustent 2 chevets cylindriques, de part et d'autre d'ailleurs, en demi-lune diamétralement opposées, et dont la silhouette culmine à 20 mètres 7. Une répartition spatiale en 3 zones fera donc clairement distinguer les aires consacrées à l'Assemblée nationale, les aires consacrées au Sénat et à la salle polyvalente. Courant 2017, plusieurs chantiers exécutés sous tutelle du ministère de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux ont reçu la visite de certains membres du gouvernement, animés dans la volonté de s'imprégner de l'évolution des travaux. Le chantier de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, par exemple, exécuté au gré de l'affectation des ressources. Le Premier ministre Clément Mwamba y a effectué une visite le 14 septembre 2017. Un travail important se fait ici. Pendant que nous faisons cette visite, il y a plus de 1500 travailleurs parce que le travail est repris. Donc c'est une impression de satisfaction, mais en même temps de responsabilité. Il nous a été dit que compte tenu de la configuration du site, nous avons des grands risques d'érosion. Il va falloir parer au plus pressé, notamment en préservant les lieux par un traitement rapide, urgent et conséquent de ces érosions pour garder le bénéfice de tous ces bâtiments qui sont construits. Sinon, ils pourraient être mis en danger. Donc là, nous avons, en partant, fait réévaluer tout cela
pour qu'on agisse au plus vite pour préserver déjà l'acquis. Vous avez vu beaucoup de bâtiments qui ne sont pas encore achevés. Si nous sommes à une réalisation de 25 à 27%, ça signifie qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais quand nous venions, c'est parce que nous avons une rentrée qui est programmée. Nous allons évaluer en fonction de ce qu'on vient de voir s'il est vraiment possible d'ouvrir quelques modules d'ici le mois d'octobre. C'est ça que nous sommes venus constater. On est venu faire le Saint-Thomas. Réalisé par la société Unicom Development pour un délai contractuel de 36 mois sur un terrain de 350 hectares, l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé offrira 37 bâtiments repartis en 4 zones avec une capacité globale d'accueil d'environ 30 000 étudiants. L'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé, qui venait d'être l'objet d'un don de 8,5 milliards de la Chine à la République du Congo, permettra de résoudre les problèmes d'effectifs pléthoriques dans certaines facultés de l'université Mariengouabi, dont la vestuté des structures ne laisse indifférent plus d'un. Au chantier de coopération qui évolue bien, c'est celui des tours jumelles. Partenaire chinois en séjour de travail au Congo, le vice-ministre chinois du commerce, Qian Keming, et l'ambassadeur de Chine au Congo, Zhang Yong, ont respectivement visité le chantier de 30 étages, ainsi que du centre commercial, du mémorial, le viaduc de Talangai et le complexe sportif de Kintélé le 21 mai et le 14 août 2017. On a visité ce matin beaucoup de coopérations fructueuses dans les secteurs des infrastructures, y compris la tour de jumelage, le centre commercial et la zone de développement de Brazzaville, et aussi le viaduc et le stade de Kintélé. On a l'impression que le Congo a accordé une grande importance au développement des secteurs infrastructures et dans l'avenir, on va continuer d'élargir notre coopération avec le Congo dans le domaine des infrastructures. À Brazzaville, du moins au centre-ville, les eaux pluviales ont été gérées avec l'aide de l'Agence française de développement dans le cadre du CD2. Fini donc les tracasseries de circulation observées au centre-ville de Brazzaville et dans les quartiers environnants après les pluies diluviennes. Ces blocs urbains qui constituaient jadis un casse-tête des eaux pluviales et leurs effets collatéraux ont été assainis par le biais de la première phase des travaux de réhabilitation et d'extension du réseau de drainage des eaux pluviales à partir des collecteurs naturels vers le fleuve Congo. L'objectif de ce projet, c'était d'améliorer les conditions en cas de fortes pluies pour éviter les inondations pour les quartiers. Ces marchés ont été réalisés en 2 ans par l'entreprise Eiffage, supervisée par le bureau de contrôle IGIP, et on en est très satisfait. La maîtrise d'ouvrage du projet était DGGT. On a une collaboration qui s'est très bien passée et les ouvrages aujourd'hui ont montré leurs bons résultats. Beaucoup de projets en cours, alors notamment sur l'assainissement. Ce travail sur le centre-ville est en fait une des briques de nos grandes interventions sur l'assainissement dans Brazzaville. On a un premier projet qui était dans le cadre du projet Corniche, construction de la route de la Corniche, où on a travaillé également sur la réhabilitation du canal de Makelekele, dans les quartiers sud de Brazzaville. Ce travail est en cours, le canal est en cours de réhabilitation. Les riverains sont déjà en train de s'emparer de cet ouvrage qui permet d'assainir le quartier. Et on aura également une deuxième phase qui va être lancée prochainement dans les 5 autres collecteurs de la ville, donc notamment la Tsiemem, Filou. On est en train de finaliser les études et on espère démarrer les travaux en 2018 sur cette deuxième grande phase. Focalisé sur 3 lots, le projet concernait l'aménagement des rivières Mission, Foix et Madoukou, dont les travaux ont visé, entre autres, 2 tronçons enterrés pour la collecte des eaux. Allant de la PV, en face du stade Saint-Denis, jusqu'à hauteur des brasseries du Congo, en passant par le siège du PCT, la stabilisation de la ravine du CHU,
La construction de doubles dallos pour le franchissement du boulevard Denis Sassou Nguesso au niveau du rond-point de la Coupole et d'autres ouvrages connexes au cœur même du centre-ville. Nous pouvons confirmer que les travaux ont été exécutés selon les règles de l'art et ont été réceptionnés. Nous allons très bientôt nous attaquer à la deuxième phase des travaux de drainage des collecteurs de la ville de Brazzaville. Ces travaux de la première phase de ce projet, réalisés par la société FHTP sous le contrôle de l'ingénieur Conseil Bourgiab Égypte, sont totalement achevés. Durant l'année 2017, 5 inaugurations ont été réalisées par le président de la République sur fond des projets suivis par le ministère de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des grands travaux. La centrale hydroélectrique de Liwesso a été officiellement mise en service. La cérémonie qui s'est déroulée sur le site même de l'ouvrage a été ponctuée de 3 allocutions, de la projection d'un film historique, d'un rituel des natifs de la localité et de la visite guidée de l'ouvrage et de ses installations. Suivant le film de la genèse à la réalisation de la centrale, en passant par la visite effectuée par les acteurs impliqués par l'édification du projet, fruit de la coopération agissante entre la Chine et le Congo, l'assistance s'est imprégnée non seulement de tous ses contours et enjeux, mais aussi de ses caractéristiques techniques. L'ouvrage a consisté en la construction d'une digue à enrochement, d'un évacuateur des crues, d'un tunnel de fond, des conduites forcées, d'un poste de couplage, d'un bâtiment de l'usine abritant des 3 groupes turbo-alternateurs et doté de tous les systèmes de contrôle-commande qui affirme son caractère intelligent. En dehors de l'usine, évidemment, la voie d'accès au site, 6 km 670, calibrée à 7 mètres de largeur, la cité moderne des gens d'exploitation, composée de 40 logements modernes, ont été donc réalisés. D'un coût total de 21 859 938 000, avenant y compris les lignes de transport associées ont permis de transporter l'énergie de Liwesso à Wesso, puis de Wesso à Mokoko dans un premier temps. Bien sûr qu'il reste à poursuivre l'effort d'assurer la distribution aux usagers jusqu'au dernier kilomètre. Question de distiller à l'échelle du département l'énergie disponible de la centrale. D'une puissance installée de 19,92 MW, la centrale hydroélectrique de Liwesso, située à 87 km de la ville de Wesso, participera comme bien d'autres infrastructures d'envergure à l'amélioration des conditions de vie des populations. Vraiment, c'est une grande joie pour nous parce que nous sommes restés pendant longtemps avec un éclairage qui allait de 18h à 22h. Alors maintenant nous avons du courant en permanence. Vraiment ça permet à tous ceux qui peuvent se débrouiller d'avoir un petit job. L'électricité vraiment pour le vieux qui a fait, le papa vraiment, il nous a vraiment rassuré, il a fait ça. Le courant c'est 5 sur 7, ça dépasse même Brazzaville. Ça dépasse même Brazzaville pour le moment. Donc pour même le courant, on est OK. Lancé le 18 mai 2012, les travaux de construction du barrage de Liwesso intègrent l'aménagement de la voie d'accès au site de près de 7 km et de 7 mètres de large, ainsi que la construction de la cité moderne de 40 logements des exploitants. Le barrage de Liwesso est une des réponses aux urgences des temps présents du projet de société intitulé La marche vers le développement allons plus loin ensemble, puisqu'il répond à l'orientation forte de continuer d'augmenter la puissance installée d'électricité. La ligne électrique associée de 110 kV
entre ce barrage et la ville de Ouesso pose l'un des maillons du boulevard énergétique national, lequel, à l'échelle continentale, est l'un des chaînons du grand réseau africain d'électricité devant relier le Cap en Afrique du Sud au Caire en Égypte. Les retombées de ce barrage sont déjà palpables à Ouesso et à Mokeko notamment, où le cadre de vie s'améliore progressivement dans les ménages, où des unités de production se créent progressivement grâce à la fourniture continue de l'électricité. Ainsi, dans l'optique justement de jouer le rôle de transit d'électricité grâce à l'interconnexion avec les pays voisins, plusieurs autres sources de production de l'énergie électrique sont en étude, au nombre desquelles celui du barrage hydroélectrique de Sounda, dont les études de faisabilité ont été présentées le 4 novembre 2017 au Centre international des conférences de Kintélé. C'est d'abord un projet économique, c'est-à-dire vendre l'électricité dans des conditions optimales en tenant compte du niveau de vie des Congolais, en tenant compte du marché potentiel, en tenant compte naturellement de l'environnement, en tenant compte du voisinage. Il fut un temps, on a pensé pour quand même vendre cette électricité en Afrique du Sud. Donc c'est un projet économique qui nécessite une bonne étude pour mieux connaître les coûts et toutes les conséquences adjacentes. Nous avons bien noté à ce stade, c'est de féliciter la Banque mondiale avec son institution spécialisée, qui est d'abord financière, mais c'est contacter les meilleurs spécialistes qu'il faut dans le monde pour nous faire des études approfondies. Oyo, dans le département de la Cuvette, jouit désormais de son nouveau port. La mise en service de ces installations est intervenue le 10 août 2017. Ce port charnière entre la partie septentrionale du pays et Brazzaville a été réalisé par l'entreprise China Road Bridge and Corporation, CRBC en sigle, au coût de 48 milliards 18 313 430 francs CFA, financé à 20% par l'État congolais et 80% par la République populaire de Chine dans le cadre de l'accord-cadre sur l'arrangement spécial de coopération commerciale et économique entre ces deux pays. L'existence du port d'Oyo, complétant de facto les autres modes de transport en pleine zone économique spéciale, au carrefour de la Lima, est un atout majestueux pour la diversification de l'économie et la création de richesses. C'est honnêtement comme l'analogie séquentielle. Converger est une démarche. S'assembler est un progrès. Sacrifier au devoir de son pays est déjà en soi une réussite. Devant cette obligation d'avancer, de toujours avancer, en recherchant les repères, il y a nécessité pour chacun de puiser dans sa dernière réserve d'intuition, d'intellect et d'intelligence. Le fait est que nous devons nous réinventer, opter pour le rebondissement et s'élever par l'effort, s'élever par le travail, prendre des initiatives en toutes saisons, cultiver le patriotisme et éviter le doute. Parce que nos doutes sont des traîtres qui nous font perdre des batailles qui pourraient être gagnées par crainte d'entreprendre. Soulignant l'importance de la nouvelle infrastructure dans la sous-région Afrique centrale, le ministre de tutelle a précisé que l'élaboration de son cadre juridique est en cours et celui-ci aura des attributions d'un port autonome avec compétences administratives sur le port de Lekiti. Le ministre Gilbert Mokoki en a profité pour instruire l'antenne du Conseil congolais des chargeurs d'Oyo de travailler à la viabilisation de cette nouvelle entité économique. Autre chantier inauguré en 2017, c'est l'hôpital général spécialisé d'Oyo, Edith Lucie Bongo Ondimba, dont l'ouverture officielle au public a eu lieu le 10 mars 2017. L'inauguration de ce complexe hospitalier à caractère sous-régional intervient 4 mois après sa mise en service
en octobre 2016 par la ministre de la Santé et de la Population. Dans toute la République, on est en train de voir ce que le président de la République est en train de faire. Vraiment, on lui dit grand merci. Lancés en 2008, les travaux de construction de ce joyau architectural ont été exécutés par la société chinoise Beijing Residential Construction Corporation, BRCC en sigle, pour un coût global de 13 milliards de francs CFA. C'est dire que qu'en ce 10 mars, jour anniversaire, la mémoire que nous immortalisons doublement aujourd'hui, par la stèle que le président va dévoiler bientôt, et par l'hôpital qu'il inaugure tout à l'heure, cette mémoire, disais-je, appartient à une dame de poigne, à une dame au parcours socio-scolaire et universitaire élogieux. Justement parce que la vie d'Édith, si fine, si méticuleuse, mais bien courte pour une fille, pour une mère, pour une femme d'État bien-aimée, pouvait se résumer à ces 8 idées phares de l'altruisme. C'est là, selon, je voulais dire, Mahatma Gandhi, que je vous invite humblement à partager. Prends ton sourire et donne-le à celui qui n'en a jamais eu. Prends un rayon de soleil et fais-lui percer les ténèbres. Découvre une source et purifie celui qui est dans la boue. Prends une larme et dépose-la sur le visage de celui qui ne sait pas pleurer. Découvre un sens à la vie et partage-le avec celui qui ne sait plus où il va. Prends dans tes mains l'espérance et vis dans la lumière de ses rayons. Prends la bonté et donne-la à celui qui ne sait pas donner. Découvre l'amour et fais-le connaître à tous. C'était là, mesdames et messieurs, le lot quotidien du docteur Edith Lucy Bongo Ondimba, du temps de son bref passage, combien fructueux sur la terre des hommes. L'hôpital général spécialisé d'Oyo est géré par un personnel médical hétérogène composé de médecins congolais et cubains, conformément aux accords de coopération sanitaire signés le 20 juin 2013 entre le Congo et Cuba. Plus de 190 agents de santé de nationalité cubaine y prestent. Qui mieux que cette grande dame qui a été de tous les combats pourrait illustrer notre idéal féminin? Permettez donc que je puisse l'évoquer ici, humblement. Oui, il s'agit d'une grande dame, d'un médecin, d'un modèle de femme congolaise, d'une lady africaine, d'une citoyenne du monde, humaniste, au service des autres. Il s'agit bien, vous en doutez, du docteur Edith Lucy Bongo Ondimba, dont l'hôpital que nous inaugurons aujourd'hui officiellement porte le nom et bénéficiera ainsi à jamais de son aura. Aujourd'hui, force est de constater que l'héritage qu'elle nous a légué est d'une richesse incalculable qui mérite d'être sanctuarisé et immortalisé à jamais afin de perpétuer sa rigueur, son professionnalisme, l'excellence qu'elle a toujours incarnée, sa persévérance, sa générosité et son optimisme. Ce jour béni du 10 mars est un jour de naissance, un jour de résurrection qui revêt un caractère hautement symbolique pour cet établissement qui désormais est le fleuron de notre système de santé. La volonté du président de la République de construire les édifices publics de qualité se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans cette optique que le président Denis Sassou Nguesso a procédé le 20 juin 2017 à l'inauguration du Centre international de conférence de Kintélé.
La cérémonie s'est déroulée en présence du vice-premier ministre de la République de Turquie. La mise en valeur de ces somptueux complexes dont les atouts inestimables justifient l'attrait des touristes et ne manquera pas de participer évidemment à la diversification de l'économie tant souhaitée. Le tourisme est autre important vecteur de consommation des biens et services qui se développera ici autour de ce complexe est aussi une source de revenus sûrs. Il créera l'emploi, dopera la microéconomie de Kintélé afin de contribuer à l'amélioration des agrégats macroéconomiques du pays. Ainsi exprimé, il participera à donner du souffle à cette nouvelle commune de Kintélé où les contacts entre les hommes deviendront une réalité quotidienne. Par ailleurs, ce bijou ne pourra rehausser la beauté de cette commune que si les espaces adjacents sont préservés d'une occupation non planifiée. Donc un aménagement cohérent, donc un aménagement planifié autour de ces ouvrages permettrait de garantir leur pérennité et de donner à Kintélé l'image d'une ville moderne. Une grande première dans l'histoire des établissements scolaires au Congo. Le Congo a atteint son paroxysme dans la construction des complexes ultramodernes. Le complexe scolaire Révolution Gompo Olilou, qui en est un référentiel, a vibré le 6 octobre 2017 aux couleurs et au rythme de la cérémonie de son inauguration. Ce, après l'ouverture de ses portes le 2 octobre. La cérémonie a été placée sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Financé dans le cadre du partenariat stratégique entre la République du Congo et la République populaire de Chine, est construit sur une superficie de 6 hectares. Le complexe scolaire Révolution Gompo Olilou est une composante du projet de reconstruction et de modernisation de Mpila. Lorsque le président parle de la réhabilitation et la construction des infrastructures scolaires et universitaires et de la révalorisation de la fonction enseignement, à l'engagement numéro 6 au point C, c'était la Nouvelle Espérance. Lorsque le président parle de multiplier les lycées et les instituts supérieurs d'excellence pour former les élites dans les divers domaines, au point 1-2, c'était le chemin d'avenir. Lorsque le président parle de construire des infrastructures adaptées aux nouveaux modèles de formation, de réhabilitation, d'équipement, des structures scolaires et universitaires tenant compte des nouvelles exigences de formation, c'est la marche vers le développement axe 4. Entre ces faits et engagements, devant la volonté d'agir pour la postérité et les désirs des populations, on peut donc légitimement affirmer que le président s'est placé dans une logique d'avenir en misant sur l'école et l'éducation. Et ce volontarisme vers la jeunesse est étroitement en phase avec le rapport du Partenariat mondial pour l'éducation intitulé « 250 millions de raisons d'investir dans l'éducation » pour un plaidoyer de l'investissement publié en 2014, un an avant l'adhésion d'ailleurs de notre pays à cette plateforme. Investir dans l'éducation, c'est refonder l'école. C'est prendre au sérieux la promesse républicaine et démocratique de permettre la qualification des personnes autonomes et solidaires, capables de construire et de conduire leurs projets, d'exercer les responsabilités petites et grandes, de créer, de coopérer, d'apprendre à se cultiver tout au long de la vie, de développer des relations apaisées aux autres, de s'insérer et d'agir dans le monde devenu incertain et complexe. Ces deux établissements scolaires, à l'instar des habitations de Wenze et Talangaï, ont été simplement enrayés de la carte de cette circonscription administrative.
Cette infrastructure reconstruite est la matérialisation de la vision du chef de l'État sur les préoccupations de la jeunesse congolaise et de son avenir. Une réponse pour lui à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Oui, l'école, berceau de la République. Belle formule qui a le mérite et le grand avantage de dire une chose importante, à savoir que l'école est le lieu où l'on transmet les savoirs et où l'on forme des citoyens. C'est le lieu où on apprend à s'émanciper, à échapper au particularisme des communautés, de sa tribu ou de son clan. C'est le lieu où on façonne et écrème les meilleurs d'entre nous qui ont vocation à gérer la République. Intégrant le ministère de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des Grands Travaux, les coordinations des projets structurants au regard du contexte conjoncturel de la récession économique n'ont pas eu assez d'activités et se sont peu ou prou déployés dans les différents chantiers. Au projet CFCO, après la reconstruction des ouvrages d'art détruits sur la voie ferrée par les bandits armés dans la zone de Lulombo, Kikembo, entre les PK 350 et 455 dans le département du Pôle, un autre pont a été dynamité à quelques encablures de la gare de Lulombo. Ces actes de vandalisme ont fortement paralysé le trafic ferroviaire entre l'UTT et Brazzaville, entraînant ainsi la baisse drastique des recettes de l'entreprise. Les travaux réalisés par le projet CFCO en 2017 peuvent se résumer entre autres en l'aménagement de la piste d'accès entre la RN1 et la gare de Kikembo, en la reconstruction de l'ouvrage d'art à 6 ouvertures de 5 mètres, ainsi qu'en la pose de la voie ferrée à Blanc. Mis en exergue au lendemain du sinistre du 4 mars 2012, le projet de délocalisation des casernes et bases militaires a déjà réalisé plusieurs ouvrages. Après la construction des casernes et logements de fonction des agents des forces armées congolaises, Ando, Montmambou et Montbarnier, les travaux se focalisent dorénavant sur l'aménagement et la construction de la principale voie d'accès à ces sites. Réalisé par la société CRBC, China Road Bridge and Corporation, l'aménagement de cette voie d'accès est exécuté à 10%. D'autres ouvrages connexes ont été réalisés sur le terrain. Il s'agit notamment du traitement des érosions menaçant dangereusement les casernes de Ndo, de la construction des bassins de rétention des eaux dans les sites de Montmambou et Montbarnier en vue de leur protection contre le ravinement de sol. Du côté du projet Couverture nationale en télécommunication, le déploiement de la fibre optique, qui constitue l'action primordiale de ce projet, poursuit allègrement sa marche avec l'extension de la fibre entre les localités de Wando et de Wesso, notamment dans son déploiement sur la jonction Makwalango et Mokeko dans la partie septentrionale du pays. Sur le tronçon Loudima-Sibiti, les travaux de déploiement du câble à fibre optique sont complètement achevés. La réception provisoire de l'ouvrage est prévue pour janvier courant. S'agissant des réseaux métropolitains dans tous les chefs-lieux des départements, il est de souligner que leur interconnexion au backbone national se poursuit. Jusque-là, notre fibre optique s'était arrêtée à Ouando. Donc on avait déjà mis en service de Pointe-Noire jusqu'à Ouando. Donc il nous restait le tronçon Ouando-Wesso sur la principale. Et donc aujourd'hui, nous avons fini d'installer tous les équipements. Et évidemment, dans une réception provisoire, il y a toujours quelques réserves. Mais en réalité, vous voyez, le tout se passe très bien et les mesures, pour la plupart, sont dans les normes. L'implantation des antennes satellitaires de secours à la fibre optique dans les localités de Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo et Infondo se réalise en attendant le déploiement du câble souterrain à fibre optique entre Wesso et Infondo. Ce qui donne à comprendre que la redondance souterraine entre Pointe-Noire, Brazzaville et Wesso est totalement opérationnelle.
Le marché de la troisième phase du projet Couverture nationale en télécommunications, qui consiste à réaliser le dernier kilomètre, connecter les chefs-lieux de district et à basculer le pays de la 3G à la 4G, a été récemment conclu entre le gouvernement congolais et le partenaire chinois Huawei. Le projet Cadastre national, quant à lui, ne cesse d'apporter des innovations dans l'exercice de ces tâches régaliennes. Il s'agit de l'édification du bâtiment de la géomatique dont les travaux sont réalisés à hauteur de 75%, de l'acquisition des drones photogéomatiques de type Phantom et IBI. L'utilisation de ces drones a donné lieu à la formation d'un échantillon des personnels des ministères de l'aménagement, de l'équipement du territoire, des grands travaux, de la défense nationale, de la construction, de l'administration foncière et du CRGL. Le projet s'est employé à la consultation et à l'exploitation de la base du fichier des données des propriétés des propriétaires, ainsi qu'à la réalisation des documents cartographiques en rapport avec les besoins des différents départements ministériels. À la lumière de toutes ces activités menées en 2017, le ministère de l'Aménagement, de l'Équipement du territoire, des grands travaux entend poursuivre l'équipement du territoire par une activité qui s'annonce florissante et abondante. Au cours de l'année 2017, le ministère de l'Aménagement, de l'Équipement du territoire, des grands travaux a maintenu le rythme des échanges avec ses différents partenaires au développement, tant bilatéraux que multilatéraux. Cette dynamique de coopération se résume en termes des déplacements à l'étranger et des séances au siège du ministère. Au chapitre des déplacements à l'étranger, le ministre Jean-Jacques Bouya a participé aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, session du printemps, avril 2017, et celle d'automne du 9 au 15 octobre 2017 à Washington. À ces deux occasions, le ministre Jean-Jacques Bouya a échangé avec ses partenaires sur l'avancement des dossiers du barrage de Sounda, du projet du développement urbain et de restructuration des quartiers précaires, ainsi que la reprise des hôpitaux généraux par des partenaires privés. En Turquie, du 17 au 21 septembre 2017, le ministre Jean-Jacques Bouya a été reçu par le vice-premier ministre turc. L'occasion a été mise à profit pour une revue de la coopération technique et le plaidoyer pour l'amplification des investisseurs turcs au Congo. Le dossier relatif à la desserte de Brazzaville par Turkish Airlines a été évoqué. La délégation congolaise a aussi travaillé avec Exim Bank Turquie et la société Souma au sujet de la mise en œuvre de la deuxième phase des négociations relatives à la construction de la cité gouvernementale. À Dubaï, aux Émirats arabes unis, du 21 au 24 septembre 2017, la délégation conduite par le ministre Jean-Jacques Bouya a poursuivi les discussions avec deux sociétés. Si avec la société VRD, il a été question du réaménagement architectural des tours jumelles et du mall de Mpila, avec la société Caïl, la discussion a porté sur le projet de construction d'une centrale à gaz à Pointe-Noire. Du 25 au 27 septembre 2017, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du territoire, des grands travaux a été invité au 3e forum sur l'investissement en Afrique, organisé par le Sénégal avec l'appui de la Chine et de la Banque mondiale. En compagnie de sa collègue du plan, Mme Ingrid Ebouka Babakas, le ministre Jean-Jacques Bouya a profité pour réitérer le vœu du Congo d'organiser la 5e édition de ce forum à Brazzaville. Les 7 et 8 novembre 2017, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du territoire, des grands travaux, a répondu à l'invitation de son homologue marocain, de l'équipement, du transport, de la logistique et de l'eau, M. Abdelkader Amara, à prendre part à la 10e édition du Forum africain des infrastructures FAI à Marrakech au Maroc. Les échanges ont porté sur l'émergence d'une nouvelle génération d'infrastructures et les moyens nécessaires pour accélérer cette dynamique de développement. Ici aussi, sa participation a été remarquable.
En sa qualité de coordonnateur national du comité de suivi pour la mise en œuvre des acquis du sommet de Johannesburg sur la coopération sino-africaine FCSA du 4 au 5 décembre 2015 et du président du comité national de pilotage de la coopération sur la capacité de production entre la République populaire de Chine et la République du Congo, le ministre Jean-Jacques Bouya a effectué plusieurs visites de travail en Chine dans le cadre de la mise en œuvre des projets du partenariat stratégique global. Membre de la délégation présidentielle, accompagnant son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, invité par M. Mohamed Ayashi Ajroudi, le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya a fait le 13 décembre 2017 devant le président de la République, reçu par un consortium d'hommes d'affaires français désireux d'investir au Congo, une présentation sur les opportunités d'investissement au Congo dans les secteurs variés tels que le tourisme, le développement durable, les infrastructures et industries, le bois, les mines, les transports, l'agro-industrie et la pêche, les nouvelles technologies, eau et énergie, et les services considérés comme piliers de la diversification de l'économie nationale. En plus, la contribution du ministère de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire, des Grands Travaux a été remarquable lors des préparatifs de la participation du Congo à diverses réunions ministérielles, à l'instar de celle de suivi de la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 6, tenue les 24 et 25 août 2017 à Maputo, en Mozambique. Du sommet de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, tenu à Brazzaville le 19 octobre 2017, et du 5e sommet Union africaine-Union européenne, tenu à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017. Il en est de même pour les missions et formations conjointes organisées par l'État à l'étranger. Comme il est de coutume, le bureau du ministre Jean-Jacques Bouya s'est plusieurs fois ouvert aux ambassadeurs et autres coopérants étrangers pour des échanges sur des méthodes et procédés au sujet des thématiques liées à son département ministériel.